Bonjour, nous voilà donc à notre rendez-vous hebdomadaire du mercredi midi pour cet édito vidéo. Comme vous l'imaginez, je vais vous parler du premier tour des législatives et un peu du second. On est à mi-course, pas vraiment à mi-course parce que beaucoup de dés sont jetés dans cette affaire dès le premier tour. Et essayer d'en tirer quelques leçons. Alors la première leçon qu'on peut en tirer, elle n'est pas très originale, mais nous, on la souligne énormément à Politis, c'est l'abstention massive. C'est-à-dire que jamais, encore depuis le début de la République gaulienne, il y a eu plus d'abstention que de votants dans une élection législative, et c'est le cas depuis dimanche. Ce qui fait qu'on a titré que la France était plus que la moitié d'une démocratie. C'est la une de cette semaine avec cette très très forte abstention. Alors, quelles sont les raisons de cette abstention? Il y a plusieurs facteurs, des facteurs qui sont d'une grande banalité que tout le monde constate, sans doute l'essoufflement après une très très longue séquence politique. C'est pas ce qui est le plus intéressant, ça a compté sans doute. Ce qui est le plus intéressant, c'est certainement toujours la mécanique institutionnelle de cette Ve République, que décidément il faudrait changer, même probablement dégager, comme on dit, mais bon, c'est plus tout à fait d'actualité. Parce que les gens pensent, et à juste titre, dire que les législatives apparaissent comme une simple confirmation de la présidentielle. Une fois que l'élection majeure a eu lieu, on doute, disons, de l'utilité d'aller encore aux urnes. Et puis, il y a une autre leçon, je dirais hélas, mais qui a beaucoup joué, parce que ce sont beaucoup des jeunes et les classes populaires qui ne se sont pas rendus aux urnes pour ce premier tour, c'est-à-dire en partie un électorat plutôt de gauche, aussi du Front National d'ailleurs, mais beaucoup de gauche, et de France Insoumise notamment. C'est la division à gauche. Bon, c'est ça qui nous intéresse, tout. C'est pas la crise du Front National. On aura l'occasion d'en reparler et de s'en réjouir, mais tout en restant très prudent, parce que le Front National a des racines qui sont beaucoup plus sociales, et il ne s'agit pas simplement, à plusieurs reprises déjà, des observateurs ont crié victoire parce que le Front National avait de mauvais résultats en d'autres circonstances, puis on a vu ce que ça a donné par la suite. Donc restons prudents à cet égard. Mais s'agissant donc de France Insoumise et de la gauche, incontestablement la division a beaucoup joué, et elle a joué non seulement dans l'abstention, mais aussi par le résultat, puisque finalement on va avoir à gauche véritablement un désert dans cette nouvelle Assemblée nationale. Alors, qui tire son épingle du jeu? Incontestablement France Insoumise. Mais c'est quand même un combat de Lilliputien, pour dire la vérité. C'est-à-dire qu'on a employé la formule, elle est juste. La France Insoumise domine, disons, un champ de ruines de la gauche. Mais à cet égard, quand même, c'est important, je dirais, pour le coup d'après, parce que Mélenchon a réussi son coup, de ce point de vue. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas mystère de vouloir éliminer, en fait, le Parti socialiste et réduire l'influence du Parti communiste. On ne peut pas nier que ce soit réussi. Puis, autre élément qui n'est pas marginal, dont on parle moins, c'est qu'effectivement, en présentant des candidats partout, ce qui a pu nuire, disons, au score du PC et d'une partie des socialistes, il amasse aussi un trésor de guerre, et c'est vraiment le coup d'après qui est préparé, et c'est assez réussi, même si le score de France Insoumise est assez décevant par rapport à la présidentielle. Alors l'une des conséquences de cette affaire, c'est l'extrême faiblesse du Parti socialiste. Mais moi, je répugne un peu à globaliser le Parti socialiste. C'est d'ailleurs un peu le reproche que j'ai à plusieurs reprises exprimé par rapport au discours de Mélenchon. C'est-à-dire que je dis de façon un petit peu qui se veut humoristique que c'est comme le cholestérol, le Parti socialiste. Il y a un bon Parti socialiste et un mauvais Parti socialiste. Et le mauvais Parti socialiste, malheureusement, contrairement à ce que disent beaucoup d'observateurs, il est toujours là. Il est toujours là parce qu'il a muté en allant chez Macron,
et la tendance Valls, disons, même si lui s'est fait un petit peu envoyer sur les roses par Macron, si j'ose dire, s'agissant de roses, c'est la ligne de Valls qui l'emporte, c'est-à-dire celle d'un social-libéralisme dans lequel on ne voit plus très bien le social, de la loi El Khomri, etc. Et ces gens ont rejoint, pour la plupart, ont changé de casquette, mais ils sont toujours là. C'est ça qui est terrible. Alors que le bon cholestérol, si j'ose dire, c'est-à-dire les socialistes de gauche, ceux qui ont résisté à la loi El Khomri, qui s'y sont opposés, au 49-3, qui ont voté la motion de censure, ceux-là ont été proprement laminés. Et c'est là que, disons, qu'il y a quand même un problème, c'est-à-dire que tous ceux qui auraient pu être des partenaires, ou qui auraient dû être des partenaires de la France insoumise, ne sont pratiquement plus là. Il y a très peu d'espoir de les voir au second tour. Je crois qu'il y en a 4 qui ont surnagé avec peu de chances d'être élus. Donc voilà le paysage, malheureusement le désert qui s'offre maintenant à nos regards. Et c'est dommage parce que je persiste à croire personnellement que la gauche ne peut être que pluraliste. Alors, même si France Insoumise a réussi son coup, forcément, il y aura toujours des gens qui se réclameront d'une autre gauche, genre Hamon, etc., et même des communistes qui ne veulent pas forcément passer sous les fourches codines de France Insoumise. Donc ces gens-là, il faut qu'ils aient leur représentation aussi, et il faut qu'ils aient leur existence dans une gauche nécessairement plurielle. Voilà, donc malheureusement, ce qu'on peut dire, c'est que cette gauche affaiblie, elle va devoir faire face à une situation extrêmement tendue, parce que les projets de Macron sont très très inquiétants. On le savait déjà prêt à gouverner par ordonnance. On le voit maintenant disposé à préparer une loi liberticide en intégrant l'état d'urgence à la loi commune. Tout ça est très inquiétant et avec une faiblesse telle, disons, de la gauche à l'Assemblée. Certainement, on imagine que le mouvement social ne restera pas inerte, mais il y a toujours beaucoup d'aléas, disons, à spéculer sur la mobilisation. Et en attendant, il y a une force quasiment uniforme aujourd'hui à l'Assemblée. Alors quand je dis uniforme, je suis plutôt de naturel optimiste et résilient. On verra bien que tous ces gens, ça commence déjà, vont probablement se diviser, voire se désagréger un peu. Mais bon. Dernière chose que je voudrais dire quand même, avant qu'on se quitte, et puis notre prochain rendez-vous, donc mercredi prochain à midi, c'est qu'il y a quand même un deuxième tour. Et ce deuxième tour, il y a des enjeux, et je pense, encore une fois, ça a été la ligne de Politis tout au long de ce scrutin, qu'il faut se déplacer pour voter pour les candidats de gauche, vraiment de gauche les mieux placés, c'est-à-dire quand c'est la gauche du Parti Socialiste, il faut voter pour eux. Quand c'est la France Insoumise, c'est le plus souvent le cas en Seine-Saint-Denis, dans la Somme, à Marseille bien entendu, etc. Il faut aussi se déplacer, il y a des sièges à conquérir et c'est pas indifférent. Et quand c'est des communistes aussi, et le rapport de force va aussi dépendre un peu malheureusement à la marge du scrutin du deuxième tour. Voilà, à mercredi prochain.